Le millionnaire est allé à la maison pour expulser la locataire. Mais en ouvrant la porte, il vit deux petites filles sur le petit canapé. Il s'attendait à de la résistance, pas à des petits yeux pleins de peur et de tendresse. À cet instant, l'expulsion devint le moindre de ses dilemmes. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. Élodie se réveilla avec le froid qui s'infiltrait par les fentes de la fenêtre mal isolée. La chambre était plongée dans une pénombre qui rendait tout encore plus mélancolique. Ses yeux, encore lourds de sommeil, parcoururent la pièce jusqu'à trouver ses filles, Lucie et Sophie, blotties sous une couverture fine, dormant enlacées, comme si elles pouvaient ainsi mieux se protéger du froid qui dominait le petit appartement. L'horloge marquait 5h30 du matin et elle devait commencer une nouvelle journée de recherche d'emploi. Elle se leva silencieusement, essayant de ne pas réveiller les filles. Dans la cuisine, elle ouvrit les placards presque vides. Un morceau de pain, une poignée de riz et une demi-boîte de haricots, c'était tout ce qui restait. Elle soupira profondément, se demandant comment elle allait nourrir ses filles dans les jours à venir. Tandis qu'elle préparait un café léger, ses mains tremblaient non seulement à cause du froid, mais aussi à cause de l'anxiété qui la consumait. Cela faisait 8 mois qu'elle avait perdu son emploi dans le grand magasin où elle travaillait depuis 5 ans. Depuis lors, sa vie s'était transformée en une lutte constante pour la survie. L'argent de son indemnité de licenciement, qu'elle pensait durer plus longtemps, s'était rapidement évaporé entre les factures, la nourriture et les médicaments pour les filles. Lucie, 8 ans, et Sophie, 6 ans, étaient sa seule raison de continuer à se battre. Après le décès de Rémi, son mari, 3 ans auparavant, elles étaient redevenues tout son univers. Les filles étaient si petites à l'époque qu'elles se souvenaient à peine de leur père, seulement à travers les histoires qu'Élodie racontait chaque soir avant de dormir, gardant vivante la mémoire de l'homme qu'elle avait tant aimé. Le bruit de petits pas interrompit ses pensées. Sophie apparut à la porte de la cuisine, se frottant les yeux endormis, encore enveloppée dans la couverture. « Maman, il fait très froid », murmura la petite, s'approchant pour un câlin. Élodie l'enveloppa dans ses bras, sentant son cœur se serrer. « Je sais, mon amour. Viens, je vais te faire un chocolat chaud. » C'était un mensonge, bien sûr. Il n'y avait plus de chocolat en poudre depuis des semaines, juste un peu de café qu'elle dissoudrait dans de l'eau chaude avec beaucoup de sucre, prétendant que c'était la boisson préférée de sa fille. Sophie, cependant, ne se plaignait jamais. Elle semblait comprendre, même si jeune, les difficultés auxquelles elle faisait face. Lucie ne tarda pas à apparaître aussi, déjà habillée avec son uniforme d'école. Plus âgée, elle avait un regard plus mûr, presque trop adulte, pour son âge. « Maman, c'est aujourd'hui qu'il faut apporter le matériel d'art que la maîtresse a demandé. » Élodie sentit un nœud dans sa gorge. Elle avait complètement oublié le matériel que l'école avait demandé, une dépense de plus qu'elle ne pourrait pas assumer. « Ma chérie, nous parlerons à la maîtresse aujourd'hui, d'accord? Je suis sûre qu'elle comprendra. » Le petit déjeuner fut silencieux. Les filles mangeaient de petits morceaux du pain qui restait, tandis qu'Élodie prétendait ne pas avoir faim, gardant sa part pour leur goûter plus tard. En les observant, elle pensait à Rémi et à comment il aurait géré tout cela. Son mari avait toujours été optimiste, même dans les moments les plus difficiles, mais même lui n'aurait pas pu prévoir ce qui arriverait après son départ. La sonnette retentit, interrompant le silence du matin. Élodie sentit un frisson parcourir son échine. Elle ne recevait généralement pas de visite, surtout à cette heure-ci. En ouvrant la porte, elle se retrouva face à un homme en costume qui lui tendit une enveloppe. « Madame Élodie Moreau ?» Notification judiciaire. Les mains tremblantes, Élodie ouvrit l'enveloppe sur place tandis que l'homme s'éloignait. Ses yeux parcoururent rapidement le document et son cœur s'arrêta un instant. C'était un avis d'expulsion. 30 jours pour quitter l'appartement en raison des loyers impayés. Elle s'appuya contre le mur, sentant ses jambes faiblir. Comment dirait-elle aux filles qu'elle devrait quitter le seul foyer qu'elle connaissait? Comment trouverait-elle un autre endroit pour vivre sans emploi? Les questions se multipliaient dans son esprit, tandis que le papier tremblait dans ses mains. « Maman, tout va bien ?» La voix de Lucie la ramena à la réalité. Ses filles l'observaient avec inquiétude depuis la porte de la cuisine. Élodie força un sourire, rangeant rapidement le document dans la poche de sa robe de chambre.
Oui, ma chérie, juste du courrier. Allons-y, il est temps d'aller à l'école. » Tout en aidant les filles avec leur cartable, Élodie essayait de garder son sang-froid, mais intérieurement son monde s'écroulait. Elle n'avait pas de famille à qui demander. De l'aide, ses parents étaient repartis depuis longtemps, et les quelques amis qu'elle avait arrivaient à peine à subvenir aux besoins de leur propre famille. La seule personne qui pourrait peut-être l'aider était justement celle qu'elle avait juré de ne plus jamais contacter, son beau-père Antoine Moreau, le puissant homme d'affaires qui avait tourné le dos à son propre fils des années auparavant. À l'autre bout de la ville, dans un bureau au 30e étage de l'un des immeubles les plus imposants du centre d'affaires, Antoine Moreau observait la ville à travers sa fenêtre panoramique. À 65 ans, il avait bâti un empire dans le secteur immobilier, mais son succès professionnel contrastait avec le vide de sa vie personnelle. La matinée avait commencé comme toutes les autres. Réunions, chiffres, décisions froides et calculées. Sur son bureau, une pile de documents attendait sa signature, parmi eux divers ordres d'expulsion. Pour Antoine, les affaires étaient les affaires, et les sentiments n'avaient pas leur place dans ses décisions professionnelles. « Monsieur Moreau !» La voix de Claire, son assistante depuis plus de 2 décennies, interrompit ses pensées. « J'ai besoin que vous examiniez ces procédures d'expulsion avant qu'elles ne soient transmises au service juridique. » Antoine prit le dossier sans grand intérêt, feuilletant les documents avec la même froideur que d'habitude. C'est alors que Claire se racla la gorge, attirant son attention. « Il y a quelque chose que vous devez savoir, » hésita-t-elle un moment. L'un des noms sur cette liste, c'est Élodie Moreau. L'homme d'affaires se figea, ses yeux fixés sur le papier qui tremblait maintenant légèrement dans ses mains. Élodie Moreau, son ex-belle-fille, veuve de Rémy, le fils avec qui il avait rompu les relations il y a des années à cause de 2 choix qui lui semblaient maintenant si insignifiants. « Elle a 2 filles, monsieur, » continua Claire, sa voix douce mais ferme. « Vos petites filles. D'après ce que nous avons appris, elles vivent dans des conditions très précaires depuis qu'Élodie a perdu son emploi. » Antoine ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps, une pression dans la poitrine, un mélange de culpabilité et de regret qu'il avait tenté d'étouffer pendant des années. Il se souvint de la dernière fois qu'il avait vu Rémy lors d'une discussion houleuse sur l'avenir de l'entreprise. Son fils voulait humaniser les affaires, créer des programmes sociaux, réduire les marges bénéficiaires en faveur de projets immobiliers plus accessibles. Pour Antoine, c'étaient des idées naïves qui mettraient en péril tout ce qu'il avait construit. « Annulez mes rendez-vous de l'après-midi », ordonna-t-il, se levant brusquement. « Et trouvez-moi leur adresse actuelle. » Claire acquiesça, dissimulant un petit sourire. En 20 ans de travail avec Antoine, elle l'avait rarement vu manifester une quelconque émotion. Le trajet jusqu'à la banlieue où Élodie vivait avec les filles sembla interminable. Pour la première fois depuis des années, Antoine Moreau se sentait vulnérable, incertain. Que dirait-il? Comment serait-il accueilli? Avait-il seulement le droit d'apparaître après tant de temps? Lorsque sa voiture de luxe se gara devant le petit immeuble délabré, le contraste entre les 2 mondes devint encore plus évident. Là, dans cet endroit qui appartenait à sa propre entreprise, vivaient ses petites filles, des enfants qu'il n'avait jamais connus, le sang de son sang. Dans l'appartement, Élodie finissait d'organiser le peu de biens qu'elle possédait encore, essayant de créer un plan pour les semaines à venir, quand la sonnette retentit à nouveau. En ouvrant la porte, son cœur faillit s'arrêter. Là, debout sur son seuil, se tenait Antoine Moreau, l'homme que sa famille n'avait pas vu depuis plus d'1 décennie. Le silence qui suivit fut lourd, chargé d'années de rancœur non résolues. Élodie sentit le sang bouillir dans ses veines, mais garda son sang-froid, principalement parce que Lucie et Sophie observèrent la scène avec curiosité depuis le couloir. « Que voulez-vous ici » demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Antoine ouvrit la bouche pour répondre, mais fut interrompu par une voix enfantine. Sophie, la plus petite, s'était approchée, ses grands yeux fixés sur le visiteur inconnu. « C'est papy » demanda-t-elle innocemment, faisant paraître le temps comme figé dans ce couloir étroit. La question frappa Antoine comme un coup de poing dans l'estomac. Elle était là, une petite version de Rémy avec les mêmes yeux curieux et gentils que son fils avait enfant. À ses côtés, Lucie l'observait avec un mélange de curiosité et de méfiance, si semblable à Élodie que cela en était douloureux. « Les filles »
« Allez dans votre chambre, s'il vous plaît », ordonna doucement Élodie sans quitter Antoine des yeux. Les enfants obéirent à contre-cœur, laissant les deux adultes seuls avec des années de silence et de ressentiment entre eux. Élodie conduisit Antoine jusqu'au petit salon où le canapé usé témoignait de l'usure du temps et des circonstances. L'homme d'affaires s'assit inconfortablement, ses yeux parcourant l'environnement modeste, tandis qu'il essayait de trouver les mots justes pour entamer cette conversation difficile. « J'imagine que vous êtes venu à cause de la notification. » Élodie rompit le silence, sa voix chargée d'amertume. « Ne vous inquiétez pas, nous partirons dans le délai établi. » Antoine ressentit le poids de ses paroles. « Ce n'est pas ça, Élodie. Je ne savais pas que vous habitiez ici. Claire, mon assistante, m'en a informé ce matin. Et cela fait une différence ?» Élodie laissa échapper un rire sans humour. « Après toutes ces années, vous apparaissez ici, pourquoi ? Remords ? Culpabilité ?» Les mots atteignirent Antoine comme des flèches précises. Il respira profondément, essayant de maintenir la composition qu'il avait toujours caractérisée dans le monde des affaires. Mais là, face à la veuve de son fils, ses défenses semblaient inutiles. « Rémi a essayé de vous parler », continua Élodie, sa voix maintenant émue. « Plusieurs fois. Même après tout, il croyait encore que vous pourriez vous réconcilier. Il a envoyé des lettres, des emails, essayé de vous contacter de toutes les façons possibles. » Antoine sentit son cœur se serrer. « Je n'ai jamais reçu aucune lettre. »« Mensonge !» Élodie éleva la voix mais se contrôla rapidement, se souvenant des filles dans la chambre. « Je les ai postées moi-même, toutes. Rémi a passé ces derniers jours à attendre une réponse qui n'est jamais venue. » Se levant, Élodie marcha jusqu'à une petite étagère et en retira une boîte usée. Elle en sortit une enveloppe jaunie par le temps. Celle-ci était la dernière. Il l'a écrite à l'hôpital mais n'a pas eu la force de la terminer. Je l'ai gardée toutes ces années, me demandant si je devais l'envoyer. Les mains tremblantes, Antoine prit l'enveloppe. En l'ouvrant, il reconnut immédiatement l'écriture de son fils. La lettre était datée de 3 jours avant son décès. « Papa, si tu lis ceci, cela signifie qu'Élodie a finalement décidé de remettre cette lettre. Je sais que notre dernière rencontre ne s'est pas bien terminée et que nous étions en désaccord sur beaucoup d'aspects concernant la gestion des affaires familiales. Mais maintenant, allongé dans ce lit d'hôpital, je me rends compte que rien de tout cela n'a vraiment d'importance. J'ai 2 filles merveilleuses qui n'ont jamais connu leur grand-père. Élodie est une femme extraordinaire qui a pratiquement élevé notre famille seule pendant que je me consacrais au travail, essayant de prouver ma valeur à tes yeux. Maintenant, je réalise que j'ai gaspillé un temps précieux avec l'orgueil et le ressentiment. Papa, je ne te demande pas de changer tes convictions ou ta façon de gérer les affaires. Je te demande seulement de ne pas laisser nos différends effacer les liens du sang qui nous unissent. Mes filles méritent de connaître leur grand-père et tu mérites de connaître ces filles incroyables qui portent ton nom. S'il m'arrive quelque chose, je te demande de prendre soin d'elles, pas par obligation ou culpabilité, mais par amour. Le même amour qui, je le sais, existe encore caché sous des années de rancœur et de malentendus. Ton fils, Rémi. » Antoine laissa la lettre tomber sur ses genoux, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Élodie observait la scène avec un mélange d'émotions contradictoires. Colère, compassion, tristesse. « Pourquoi avez-vous gardé cette lettre tout ce temps ?» demanda Antoine, la voix rauque. « Parce que Rémi croyait aux secondes chances, » répondit Élodie, son ton s'adoucissant légèrement. « Même quand j'avais déjà perdu tout espoir, il insistait qu'un jour notre famille pourrait se réunir à nouveau. Hein. » Dans le couloir, Lucie et Sophie espionnaient discrètement la scène, essayant de comprendre la complexité des émotions qui remplissaient le petit salon. Sophie, dans son innocence caractéristique, échappa au contrôle de sa sœur et courut vers Antoine. « Tu pleures, papy ?» demanda-t-elle, touchant le visage de l'homme d'affaires de sa petite main. Le toucher innocent de sa petite fille brisa quelque chose à l'intérieur d'Antoine. Des années de froideur professionnelle, de décisions calculées et de distance émotionnelle s'effondrèrent devant ce simple geste de tendresse enfantine. Élodie observa la scène, sentant ses propres défenses commencer à faiblir. Autant qu'elle voulait maintenir le ressentiment, l'image de sa fille consolant le grand-père qu'elle n'avait jamais connu touchait quelque chose de profond dans son cœur, peut-être ce même espoir que Rémi avait porté jusqu'à ses derniers moments. Le silence qui suivit fut interrompu par le bruit de la pluie qui commençait à tomber dehors.
Antoine essuya discrètement ses larmes, tandis que Sophie restait à ses côtés, jouant maintenant distraitement avec la cravate coûteuse qu'il portait. « Élodie, commença-t-il, sa voix plus douce qu'auparavant, je sais que je n'ai pas le droit d'apparaître ainsi après tant de temps, mais je ne peux pas ignorer cette situation. Laissez-moi vous aider. » « Nous n'avons pas besoin de charité, » répondit-elle automatiquement, des années de fierté et d'indépendance forcée façonnant sa réponse. « Ce n'est pas de la charité, » répondit Antoine, la surprenant par la sincérité dans sa voix. « C'est une tentative de corriger les erreurs du passé. Rémi avait raison sur beaucoup de choses, et j'étais trop têtu pour l'admettre. » Lucie, qui jusqu'alors observait tout en silence, s'approcha timidement. « Maman nous raconte toujours des histoires sur papa. Il voulait aider les gens. N'est-ce pas ?» Antoine regarda sa petite fille aînée, reconnaissant dans son regard la même détermination que Rémi démontrait quand il défendait ses convictions. « Oui, ta mère a raison. Ton père était un homme extraordinaire, avec une vision que j'ai mis trop longtemps à comprendre. » Se tournant vers Élodie, il continua. « J'ai une proposition. Pas comme votre beau-père, mais comme homme d'affaires. Nous développons le département de responsabilité sociale de l'entreprise, en mettant en œuvre plusieurs des projets que Rémi a suggérés il y a des années. Nous avons besoin de quelqu'un avec sensibilité et expérience pour coordonner ces initiatives. » Élodie fronça les sourcils, méfiante. « Qu'est-ce que vous suggérez exactement ?»« Un emploi, » répondit-il simplement, « avec votre expérience. En gestion et votre connaissance des besoins réels des gens, vous seriez parfaite pour le poste. Salaire compétitif, avantages complets, crèche pour les filles. Et pourquoi devrais-je vous faire confiance maintenant ? Parce que je ne vous demande pas de me faire confiance en tant que personne, répondit honnêtement Antoine. Je vous offre une opportunité professionnelle. Vous aurez une autonomie totale pour développer les projets sans mon interférence directe. Vous serez une employée comme les autres, devant prouver votre valeur par vos propres mérites. » Élodie se sentit partagée. La proposition était tentante, pas seulement pour l'aspect financier, mais pour l'opportunité de réaliser le travail social que Rémi avait tant désiré. Néanmoins, des années de rancœur ne pouvaient pas être effacées avec une simple offre d'emploi. « Et concernant l'appartement ?» demanda-t-elle, pragmatique. « La notification sera immédiatement annulée, » assura Antoine. « Mais je suggère que vous cherchiez un meilleur endroit dès que possible. Pas sous ma pression, mais pour le bien-être des filles. » Sophie, qui était restée silencieuse pendant la conversation, demanda soudainement « On pourra visiter papy au travail ?» La question innocente amena un sourire involontaire aux lèvres d'Élodie. Il était indéniable que les filles avaient besoin d'une figure paternelle dans leur vie, et peut-être, juste peut-être, c'était une opportunité de leur donner la famille que Rémi avait toujours souhaité qu'elles aient. « J'ai besoin de temps pour réfléchir », répondit finalement Élodie. « Ce n'est pas une décision que je peux prendre dans le feu de l'action. » Antoine acquiesça compréhensif. Il se leva, rajustant son costume impeccable, qui portait maintenant de petites marques des doigts de Sophie. « Prenez le temps dont vous avez besoin. Claire vous contactera demain avec tous les détails de la proposition et vous pourrez analyser tranquillement. » Avant de partir, il s'agenouilla à la hauteur de ses petites filles. « Puis-je revenir vous rendre visite ?» Lucie et Sophie échangèrent des regards avant de sourire timidement. « Ouais, papy !» répondirent-elles à l'unisson, provoquant une nouvelle vague d'émotion chez l'homme d'affaires. Tandis qu'elle regardait Antoine partir, Élodie se sentit transportée vers les dernières conversations qu'elle avait eues avec Rémi. Son mari insistait toujours sur le fait que le temps avait le pouvoir de guérir toutes les blessures, à condition qu'il y ait une volonté de les laisser cicatriser. Peut-être, pensa-t-elle, était-il temps de donner une chance à cette guérison de commencer. 2 semaines s'écoulèrent depuis la visite d'Antoine. Élodie, après beaucoup de réflexions et de conversations avec ses filles, décida d'accepter l'offre d'emploi. Maintenant, debout devant l'imposant immeuble d'affaires, ses pensées oscillaient entre l'anxiété et la détermination. « Bonjour, Madame Moreau. » Claire l'accueillit dans le hall avec un sourire chaleureux. « Je vais vous accompagner à votre nouveau service et vous présenter à l'équipe. » Tandis qu'elle marchait dans les couloirs miroirs du 20e étage, Élodie sentait les regards curieux des employés. Certainement, les rumeurs sur sa connexion avec Antoine s'étaient déjà répandues. Elle respira profondément,
se rappelant qu'elle était là par son propre mérite, pas par charité. Le département de responsabilité sociale occupait une surface considérable de l'étage, des bureaux organisés en îlots collaboratifs, des murs couverts d'affiches de projets sociaux et une énergie différente du reste du bâtiment d'entreprise. C'était exactement comme Rémi l'avait imaginé des années auparavant. Voici Marc Thierry, superviseur du département. Claire présenta un homme d'âge moyen aux yeux gentils et au sourire sincère. Il vous guidera pendant votre période d'adaptation. Bienvenue, Élodie. Marc tendit chaleureusement la main. Claire m'a dit beaucoup de bien sur votre parcours professionnel. Nous avons besoin de quelqu'un avec votre expérience pour coordonner nos nouveaux projets immobiliers. Au cours de la journée, Élodie fut présentée à divers collaborateurs et commença à se familiariser avec les projets en cours. Marc se révéla être un mentor patient, expliquant chaque détail avec clarté et répondant à ses questions sans jugement. « Vous savez, Élodie, » commenta Marc pendant le déjeuner, « quand Rémi Moreau a proposé la création de ce département il y a des années, beaucoup pensaient que c'était un rêve impossible. Aujourd'hui, nous sommes une référence en programme de logement social dans le pays. » Élodie sentit une pression dans sa poitrine en entendant le nom de son mari. « Vous avez connu Rémi ?» « Oui, nous avons travaillé ensemble pendant une brève période avant qu'il... » Marc hésita, choisissant ses mots. « Avant qu'il ne s'éloigne de l'entreprise. Il avait une vision unique de la responsabilité sociale des entreprises. Je vois beaucoup de lui dans certains des projets que vous avez suggérés ce matin. » Au fil des jours, Élodie commença à se sentir plus à l'aise dans son nouvel environnement. Les filles s'adaptèrent bien à la crèche d'entreprise et pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'elle était sur la bonne voie. Cependant, tout n'était pas rose. Un matin, alors qu'elle organisait des documents pour une présentation importante, Élodie remarqua les regards hostiles de Vanessa Dubois, l'une des plus anciennes coordinatrices du département. Impressionnant comme certaines personnes arrivent, à monter si rapidement, n'est-ce pas ? Commenta Vanessa à voix haute avec une collègue, voulant clairement qu'Élodie l'entende, surtout quand elles ont des appuis solides. Élodie fit semblant de ne pas entendre, se concentrant sur son travail. Marc, qui passait par là à ce moment-là, perçut la tension dans l'air. « Ne laissez pas des commentaires comme celui-là vous ébranler, conseilla-t-il plus tard, en privé. Vous êtes ici pour votre compétence. Les résultats de votre travail parleront d'eux-mêmes. » Et en effet, ils parlèrent. En seulement un mois, Élodie avait restructuré 3 projets de logement qui étaient au point mort, mettant en œuvre des solutions pratiques qui bénéficiaient à des dizaines de familles. Son expérience personnelle apportait une perspective unique aux initiatives sociales de l'entreprise. À la maison, les changements étaient également visibles. Le nouveau salaire lui permettait de commencer à chercher un meilleur appartement. Les filles, bien nourries et au chaud, s'épanouissaient à l'école. Lucie s'était inscrite à un cours d'art, tandis que Sophie découvrait un talent naturel pour la musique dans les cours parascolaires offerts par l'entreprise. Lors d'un après-midi particulièrement productif, Élodie reçut un message inattendu. Antoine voulait la voir dans son bureau. Son cœur s'accéléra instantanément. C'était la première fois qu'ils auraient un contact direct depuis cette visite à son domicile. En entrant dans le bureau de la présidence, elle trouva non seulement Antoine, mais aussi un groupe d'investisseurs internationaux. Son beau-père se leva pour l'accueillir avec un sourire discret. « Élodie, j'ai besoin que vous présentiez le projet de revitalisation de l'ensemble des tilleuls. Nos partenaires sont intéressés à reproduire le modèle dans d'autres pays. » C'est alors qu'Élodie réalisa. Ce n'était pas une demande du beau-père essayant d'aider sa belle-fille. C'était un président exécutif faisant confiance à une professionnelle compétente pour présenter un projet crucial. Cette réalisation amena un sourire confiant à ses lèvres tandis qu'elle ouvrait sa présentation. La présentation Ose. Investisseur fut un succès absolu. Élodie réussit à transmettre non seulement les chiffres et les statistiques du projet, mais aussi l'essence humaine derrière chaque initiative. Sa connaissance approfondie des besoins des familles bénéficiaires impressionna même les cadres les plus sceptiques. Cependant, le succès eut son prix. L'hostilité de Vanessa s'intensifia dans les semaines qui suivirent, se manifestant par 2 petits actes de sabotage. Des fichiers importants disparaissaient mystérieusement du système, des réunions étaient reprogrammées sans préavis
et des informations cruciales n'arrivaient pas jusqu'à Élodie. « Vous devez documenter ces incidents », conseilla Marc, percevant le stress croissant de sa supervisée. « Nous ne pouvons pas laisser des comportements toxiques nuire à l'avancement des projets. » Mais le coup le plus dur vint quand Élodie découvrit que sa présentation pour le comité exécutif avait été modifiée. Des chiffres importants étaient incorrects et des projections fondamentales avaient été modifiées, faisant apparaître tout le projet comme non viable. « C'est impossible !» s'exclama-t-elle, regardant avec horreur les diapositives modifiées quelques minutes avant la réunion décisive. « J'ai tout vérifié hier soir. » Marc, qui était sur le point d'être transféré dans une filiale dans une autre région, essaya de la calmer. « Nous avons encore 15 minutes. Essayons de récupérer la version originale du serveur. » Mais il était trop tard. La salle de réunion était déjà pleine et les dirigeants attendaient le début de la présentation. Élodie sentit la sueur froide couler le long de son dos tandis qu'elle marchait vers l'estrade. C'est alors qu'elle remarqua un petit sourire de satisfaction sur le visage de Vanessa, assise discrètement au fond de la salle. À ce moment, quelque chose changea en Élodie. Des années de lutte solitaire contre l'adversité lui avaient appris à improviser, à trouver des solutions même dans les situations les plus désespérées. Au lieu d'utiliser les diapositives modifiées, elle ferma le fichier. « Messieurs, commença-t-elle sa voix ferme, aujourd'hui je ne vais pas vous présenter des chiffres sur PowerPoint. Je vais vous raconter l'histoire de Marie, une mère, célibataire qui a réussi à créer sa propre entreprise grâce à notre programme de microcrédit. Je vais vous parler de Jean, qui a transformé un terrain abandonné en un potager communautaire qui nourrit aujourd'hui 50 familles. » Pendant 40 minutes, Élodie conduisit les dirigeants à travers un voyage émouvant et en même temps pragmatique, démontrant comment chaque centime investi dans les projets sociaux revenait multiplié en développement économique et humain. Elle utilisa sa propre expérience comme exemple vivant de la façon dont des opportunités bien ciblées pouvaient transformer des réalités. À la fin de la présentation, la salle éclata en applaudissements. Antoine, qui avait assisté à tout cela en silence, avait dans les yeux une lueur différente, un mélange de fierté et d'admiration qu'il n'avait pas manifesté depuis longtemps. « Impressionnant, Élodie », commenta l'un des directeurs. « Vous avez transformé des données froides en histoires réelles. C'est exactement ce dont nous avons besoin. » Tandis que les dirigeants se retiraient, Élodie remarqua que Vanessa quittait précipitamment la salle. Mais avant qu'elle ne puisse la suivre, Claire entra avec une expression préoccupée. « Élodie, nous avons besoin de votre présence urgente à la crèche. Sophie a une forte fièvre. » Le cœur de mère parla plus fort que toute question professionnelle. Élodie courut à la crèche, trouvant sa fille cadette brûlante de fièvre, tandis que Lucie tenait sa main, inquiète. « Maman, elle a commencé à se sentir mal après la collation, » expliqua Lucie, démontrant une maturité au-delà de son âge. Élodie serra ses deux filles dans ses bras, se sentant partagée entre les exigences professionnelles et les besoins familiaux. C'est alors qu'Antoine apparut à la porte de la crèche, son expression normalement sévère adoucie par l'inquiétude. « Rentrez chez vous avec elle, » dit-il, surprenant Élodie. « Je m'occupe des affaires en suspens ici. La famille passe d'abord, c'est ce que Rémi a toujours essayé de m'enseigner. » À ce moment, alors qu'elle portait Sophie dans ses bras et tenait la main de Lucie, Élodie réalisa qu'elle vivait exactement ce dont Rémi avait rêvé. Un environnement d'entreprise où humanité et affaires n'étaient pas des forces opposées mais complémentaires. Néanmoins, il y avait encore des batailles à gagner, et elle savait que la guerre avec Vanessa était loin d'être terminée. La convalescence de Sophie fut plus difficile qu'Élodie ne l'avait prévu. La fièvre persistante conduisit à une série d'examens qui révélèrent une anémie sévère, résultat des mois d'alimentation précaire. Le diagnostic fit remonter à la surface une culpabilité qu'Élodie portait silencieusement. Les conséquences des difficultés qu'elles avaient affrontées étaient inscrites dans le corps de sa fille. « Ne vous culpabilisez pas, » dit le pédiatre, percevant son regard angoissé. « L'important est que maintenant vous avez les moyens d'inverser cette situation. Avec une alimentation adéquate et les suppléments que je vais prescrire, Sophie ira bien dans quelques semaines. » À la surprise d'Élodie, ce fut Antoine qui s'offrit pour les accompagner à toutes les consultations médicales. L'homme d'affaires, toujours si occupé avec des réunions et des engagements,
réorganisait son agenda pour être présent à chaque visite de contrôle. « Vous n'avez pas besoin de faire cela, commenta Élodie après une nouvelle consultation. « Si, j'en ai besoin, répondit-il, tandis qu'il observait Sophie jouer dans la salle d'attente. « J'ai perdu trop d'années de la vie de ces petites. Je ne veux pas en perdre davantage. » La cohabitation fréquente commença à adoucir les angles entre eux. Antoine se révélait être un grand-père attentionné, apportant toujours de petites surprises à ses petites filles. Un nouveau livre pour Lucie, une poupée pour Sophie, des histoires de leur père quand il était enfant. Un après-midi. Particulièrement significatif, pendant que les filles faisaient leurs devoirs dans le salon de l'appartement, Antoine remarqua les dessins de Lucie éparpillés sur la table. « Tu as beaucoup de talent, commenta-t-il, admirant un portrait qu'elle avait fait de la famille. Savais-tu que ton père adorait aussi dessiner? J'ai gardé certains de ses dessins au bureau. » Les yeux de Lucie brillèrent. « C'est vrai, papy? Je peux les voir? »« Bien sûr. Pourquoi ne viendriez-vous pas tous déjeuner chez moi dimanche? Je pourrais vous montrer les dessins et d'autres choses de votre père. » Élodie, qui observait la scène depuis la cuisine, sentit un nœud dans sa gorge. L'idée d'entrer dans la maison où Rémi avait grandi, où tant de souvenirs étaient gardés, la rendait anxieuse. Mais le sourire plein d'espoir de ses filles ne laissait pas de place au refus. Le dimanche arriva avec un mélange d'anticipation et de nervosité. La demeure des Moreau, avec ses jardins impeccables et son architecture imposante, semblait encore plus intimidante qu'Élodie ne s'en souvenait. Cependant, en entrant, ils furent surpris par une ambiance différente de ce à quoi ils s'attendaient. Antoine avait transformé le salon en une petite exposition de souvenirs. Des photos de Rémi à différents âges couvraient les murs, ses dessins d'enfance et d'adolescence étaient soigneusement disposés dans des cadres, et même ses anciens jouets avaient été sortis du grenier. « Papa aimait les super-héros comme moi », s'exclama Sophie, découvrant une ancienne collection de figurines d'action. Lucie, quant à elle, ne pouvait détacher ses yeux des dessins de son père. « Regarde, maman, il dessinait des bâtiments. Il voulait être architecte. » En fait, intervint Antoine, sa voix chargée d'émotion, il voulait être artiste, mais je l'ai convaincu d'étudier la gestion pour reprendre l'entreprise. Familiale. Le silence qui suivit cet aveu était lourd de regrets. Élodie remarqua des larmes dans les yeux de son beau-père, tandis qu'il prenait l'un des dessins. Un projet détaillé pour un ensemble résidentiel durable. C'est le dernier. Projet qu'il m'a présenté, continua Antoine. Il voulait transformer l'un de nos terrains en un complexe résidentiel, avec énergie solaire, jardin communautaire, espace de convivialité. J'ai dit que c'était irréalisable, que ce serait déficitaire. Mais il avait raison, comme toujours. Élodie sentit sa propre résistance fondre en voyant la vulnérabilité authentique d'Antoine. C'est pour cela que vous avez créé le département de responsabilité sociale, pour réaliser ses rêves. En partie, admit-il. Mais principalement parce que j'ai finalement compris ce qu'il avait toujours essayé de m'enseigner. Que le succès en affaires et l'impact social positif ne sont pas mutuellement exclusifs. Le déjeuner qui suivit fut étonnamment agréable. Antoine se révéla être un excellent conteur d'histoires, gardant les petites filles diverties avec des aventures de l'enfance de Rémi. Élodie découvrit un côté de son mari qu'elle ne connaissait pas à travers ses récits, et elle se rendit compte que les filles étaient enfin en train de construire une connexion réelle avec la mémoire de leur père. À la fin de l'après-midi, lorsqu'ils se préparaient à partir, Sophie serra spontanément son grand-père dans ses bras. « Pouvons-nous revenir dimanche prochain, papy ?» Antoine regarda Élodie, attendant son approbation. Elle acquiesça avec un petit sourire. « Bien sûr que vous pouvez, mon amour. Cette maison est aussi la vôtre. » La semaine commença avec une nouvelle qui ébranla le département. Marc, le superviseur qui avait tant soutenu Élodie, serait transféré à la filiale de Lyon dans seulement 2 jours. Ce changement, qui était prévu depuis des mois, prit Élodie par surprise. Elle s'était habituée à sa présence réconfortante et à ses conseils constants. « Vous êtes plus que prête à continuer seule », assura Marc lors de son départ. « Soyez juste vigilante. Tous ici ne partagent pas la même vision de la responsabilité sociale que vous et Rémi aviez. » L'avertissement de Marc se révéla bientôt prémonitoire. Le même après-midi de son départ, Élodie découvrit que
Plusieurs de ces fichiers avaient été supprimés du système. Des rapports cruciaux, des feuilles de calcul de suivi, tout le travail de mois, disparu. Ce doit être un problème technique, suggéra le personnel informatique après des heures à essayer de récupérer les données. Mais c'est étrange. Quelqu'un avec un mot de passe d'administrateur s'est connecté et a tout effacé manuellement. Élodie avait ses soupçons, mais elle avait besoin de preuves. Tout en réorganisant son travail, elle commença à remarquer un schéma dans les accidents qui se produisaient. Chaque incident coïncidait avec des moments où elle était sur le point de présenter des résultats significatifs. La situation atteignit son paroxysme lorsque, durant une réunion cruciale avec des partenaires internationaux potentiels, des diapositives compromettantes furent insérées dans sa présentation. Des images manipulées montrèrent de supposés détournements de fonds dans des projets sociaux antérieurs. C'est une fraude. Élodie interrompit sa propre présentation dès qu'elle vit les images. Ces données ont été falsifiées. L'ambiance dans la salle était au malaise et à la méfiance. Antoine, qui participait à la réunion, demanda une pause immédiate. Dans le couloir, Élodie l'attira pour une conversation urgente. « Ce n'est pas une coïncidence », expliqua-t-elle, montrant sur sa tablette la séquence de sabotage qu'elle avait documentée. « Quelqu'un essaie délibérément de me discréditer. » Antoine écoutait avec une attention croissante, son visage se durcissant à chaque nouvelle preuve présentée. « Pourquoi ne m'avez-vous pas contacté plus tôt ?»« Parce que je devais prouver que je pouvais gérer mes propres problèmes, » répondit-elle, réalisant maintenant combien cette fierté aurait pu coûter. « Je ne voulais pas qu'on pense que je courais vers mon beau-père à chaque difficulté. » À ce moment, ils entendirent des voix exaltées venant de la salle voisine. C'était Vanessa discutant au téléphone sans s'apercevoir qu'elle pouvait être entendue. « Bien sûr que ça a marché. Tu as vu leur tête quand ils ont vu ces photos? Elle ne s'en remettra jamais. Le poste de coordination sera à nous. En quelques jours. » Élodie sentit son sang bouillir, mais Antoine la retint avant qu'elle ne puisse entrer dans la salle. « Laissez-moi faire, » dit-il, sa voix calme mais déterminée. « Certaines batailles doivent être menées en coulisses. » Le lendemain matin, Vanessa fut convoquée pour une réunion avec le département juridique. Les preuves étaient irréfutables, journaux du système, emails compromettants, témoins des sabotages. Son licenciement pour faute grave fut immédiat. « Vous n'aviez pas besoin d'attendre si longtemps », commenta Antoine plus tard quand ils étaient seuls dans son bureau. Rémi avait aussi ce défaut, vouloir mener toutes les batailles seul. Élodie sourit tristement. « Je crois que j'ai hérité ça de lui. »« Vous savez, » continua Antoine, « j'ai passé des années à gérer cette entreprise comme si c'était une machine. Chiffres, contrats, résultats. Rémi a essayé de me montrer qu'il y avait plus que ça, que derrière chaque décision d'entreprise, il y avait des vies, des rêves, des familles. » Un fort coup de tonnerre interrompit la conversation, annonçant l'orage qui approchait. Élodie vérifia son téléphone, préoccupée par les filles à la crèche. « Allez les chercher, » dit Antoine, percevant son inquiétude. « Et Élodie, merci de ne pas avoir abandonné. Pas seulement le travail, mais notre famille aussi. » Tandis qu'elle conduisait sous la forte pluie vers la crèche, Élodie réfléchissait à la façon dont sa vie avait changé ces derniers mois. Les difficultés n'avaient pas magiquement disparu, mais maintenant, elle n'était plus seule pour les affronter. Elle avait un travail qu'elle aimait, ses filles étaient en bonne santé et heureuses, et peu à peu, la famille dont Rémi avait tant rêvé se reconstituait. Mais le destin réservait encore des surprises. En arrivant à la maison avec les filles, elle trouva l'appartement partiellement inondé. Un court-circuit dans le vieux câblage avait provoqué un début d'incendie, contenu par la pluie qui entrait par les fenêtres mal isolées. L'appartement était un chaos. L'eau de pluie avait endommagé les meubles, les vêtements et les documents. L'odeur de fumée flottait encore dans l'air, se mêlant à l'humidité. Élodie observait, désolée, les quelques biens qu'elles avaient réussi à sauver, tandis que les filles, effrayées, s'accrochaient à elle. « Nous ne pouvons pas rester ici ce soir », constata-t-elle, se rendant compte que le système électrique devrait être complètement révisé. Mais où aller? L'idée d'un hôtel était hors de question. Son salaire, bien que bon, était encore engagé dans les anciennes dettes et les dépenses pour le traitement de Sophie. Comme s'il devinait ses pensées, son téléphone sonna. C'était Antoine.
Claire m'a raconté l'incident, dit-il sans détour. J'ai déjà fait appel à un service d'urgence pour évaluer les dégâts, mais vous ne pouvez pas rester là. Venez chez moi. Élodie hésita. Malgré le rapprochement des dernières semaines, habiter chez Antoine, même temporairement, semblait un trop grand pas. C'est juste jusqu'à ce que nous trouvions une solution, insista-t-il, percevant son hésitation. La maison est bien trop grande pour une seule personne, et les filles connaissent déjà les lieux. S'il vous plaît, Élodie, laissez-moi vous aider cette fois. Ce fut Sophie, qui finit par décider pour tous. « Maman, on peut dormir dans la chambre de papa ?» demanda-t-elle innocemment, se souvenant des histoires que son grand-père avait racontées sur l'ancienne chambre de Rémi. Le cœur d'Élodie se serra. Comment refuser à ses filles la chance de se connecter encore plus avec la mémoire de leur père? « D'accord, répondit-elle finalement à Antoine, mais ce sera vraiment temporaire. » Le déménagement se fit à la hâte, avec l'aide de quelques employés qu'Antoine avait envoyés. Quand ils arrivèrent à la demeure, il faisait déjà nuit et la gouvernante, Madame Martine, les attendait avec une soupe chaude et des serviettes propres. « La chambre de Rémi est prête pour les filles, informa-t-elle avec un sourire gentil. « Et j'ai préparé la chambre d'invité à côté pour vous, Élodie. » L'ancienne chambre de Rémi était restée pratiquement intacte, comme un musée de son adolescence. Des posters de groupes des années 90, des trophées de compétitions scolaires et une bibliothèque pleine de livres d'architecture qu'il n'avait jamais eu la chance d'utiliser professionnellement. Lucie et Sophie exploraient chaque centimètre de la chambre avec fascination, découvrant des trésors qui racontaient l'histoire de leur père. Un album de vieilles photos captiva particulièrement l'attention de Lucie. « Regarde, maman, papa à mon âge !» s'exclama-t-elle, montrant une photo de Rémi lors de sa première exposition d'art scolaire. Élodie s'assit sur l'ancien lit de son mari, absorbant l'énergie du lieu. Combien de nuits Rémi avait-il passées ici, rêvant de projets qui transformeraient des vies? Combien de dessins étaient nés sur ce même bureau où Sophie organisait maintenant ses crayons de couleur? Antoine apparut à la porte, observant la scène avec des yeux embués. « Il a toujours voulu remplir cette chambre de rire d'enfant, » commenta-t-il doucement. « C'est en train de se réaliser, même si ce n'est pas de la façon dont nous l'avions. Imaginez. » Les jours suivants apportèrent une routine étonnamment confortable. Les filles s'épanouissaient dans leur nouvel environnement. Lucie découvrit l'ancienne salle de musique, où un piano poussiéreux attendait de nouveaux accords, tandis que Sophie transformait un coin du jardin en son propre atelier d'art, en plein air. Élodie, initialement méfiante de la cohabitation proche, commença à voir un côté d'Antoine qu'elle n'avait jamais imaginé exister. Le matin, avant d'aller au bureau, il préparait le petit déjeuner pour tous, une compétence qu'il avait développée durant ses années de solitude. Le soir, il aidait ses petites filles avec leurs devoirs, démontrant une patience qui contredisait son image publique d'homme d'affaires impitoyable. Un soir, après que les filles se soient endormies, Élodie trouva Antoine dans son bureau privé, regardant de vieilles photographies. « J'ai trouvé celle-ci aujourd'hui, » dit-il, montrant des images de Rémi enfant. « Regarde comme Lucie lui ressemble à cet âge. » Élodie sourit, reconnaissant les mêmes yeux rêveurs, le même sourire gentil. Il serait fier d'elle. « Et de vous ?» ajouta Antoine, la surprenant. « La façon dont vous les avez élevés seuls, dont vous n'avez jamais abandonné ? Rémi a bien choisi la mère de ses filles. » C'est alors qu'Antoine commença à tousser violemment, une quinte qui le laissa sans souffle pendant plusieurs minutes. Élodie remarqua qu'il semblait pâle et fatigué. « Vous allez bien ?» demanda-t-elle, inquiète. « Juste une grippe, » répondit-il, minimisant. Mais ses yeux révélaient une préoccupation qui ne correspondait pas à un simple rhume. La grippe d'Antoine se révéla plus sérieuse qu'il ne l'admettait. Dans les jours qui suivirent, Élodie commença à remarquer des signes inquiétants, sueur nocturne, manque d'appétit, fatigue extrême. Plus d'une fois, elle trouva des ordonnances médicales oubliées sur son bureau, toutes avec des noms de médicaments qu'elle ne reconnaissait pas. « Vous devez vous reposer », insista Claire un matin quand Antoine arriva particulièrement abattu au bureau. « La réunion avec les actionnaires peut être reportée. » Mais il était têtu, un trait qu'Élodie se rendait maintenant compte qu'il avait transmis à Rémi. « Je vais bien », répétait-il, même quand ce n'était clairement pas le cas. C'est durant un dîner en famille que la situation atteignit son paroxysme. Antoine avait à peine touché à sa nourriture quand il commença à ressentir des vertiges.
En essayant de se lever, il chancela, étant soutenu par Élodie avant qu'il ne tombe. « Assez de faire semblant que tout va bien, déclara-t-elle, l'aidant à s'asseoir. « Je vais vous emmener à l'hôpital maintenant. » À sa surprise, Antoine ne protesta pas. Il semblait presque soulagé de ne plus avoir à porter ce secret seul. « Les filles, vous allez rester avec Madame Martine, » instruisit Élodie, essayant de rester calme face aux regards effrayés des filles. « Papy a juste besoin de faire quelques examens, d'accord ?» L'hôpital, pendant qu'ils attendèrent le médecin, Antoine confessa finalement. Il y a 3 mois, il avait découvert un problème cardiaque grave. Il suivait un traitement discrètement, sans le dire à personne. « Pourquoi cacher cela ?» demanda Élodie, partagée entre inquiétude et frustration. « Parce que pour la première fois depuis des années, j'ai une vraie famille, » répondit-il, sa voix faible mais sincère. « Je ne voulais pas gâcher ça avec des préoccupations et des tristesses. » Élodie tint sa main, sentant la fragilité de cet homme qui avait toujours semblé si fort. La famille signifie justement ça, être. Ensemble aussi dans les moments difficiles. Les examens révélèrent qu'Antoine aurait besoin d'une opération, pas urgente mais nécessaire. Le médecin recommanda un repos absolu jusqu'à la date de l'intervention, ce que l'homme d'affaires reçut avec une contrariété visible. « Qui va s'occuper de l'entreprise ?» s'inquiéta-t-il, planifiant déjà des téléconférences depuis son lit. « Je m'en occupe, » répondit Élodie avec fermeté. « Vous m'avez bien formé ces derniers mois, et j'ai Claire pour m'aider. C'est maintenant à votre tour de me faire confiance. » De retour à la demeure, les filles reçurent la nouvelle de la maladie de leur grand-père avec une maturité surprenante. Lucie organisa tous les médicaments dans un tableau avec des horaires, tandis que Sophie s'autoproclama infirmière, officielle, tenant à apporter du thé et des biscuits à son grand-père plusieurs fois par jour. « Elles sont extraordinaires », commenta Antoine un après-midi, observant ses petites filles jouer dans le jardin à travers la fenêtre de sa chambre, tout comme leur mère. Élodie, qui organisait ses médicaments, sourit. Ce sont les filles de Rémi. Lui aussi a toujours su prendre soin des autres. Les jours qui suivirent établirent une nouvelle routine dans la maison des Moreau. Élodie s'équilibrait entre le travail à l'entreprise, où elle avait temporairement assumé certaines des responsabilités d'Antoine, les soins aux filles et l'attention à son beau-père malade. Ce fut durant cette période qu'Élodie découvrit, dans un tiroir du bureau d'Antoine, un ancien projet de Rémi, des plans détaillés pour une école d'art gratuite, qui serait construite sur un terrain de l'entreprise. « Il ne m'a jamais montré ça », commenta Antoine quand Élodie apporta les dessins à sa chambre. « Il savait probablement que je refuserais à l'époque. » Élodie étudia les plans avec attention. « Le projet est incroyable. Et le terrain est encore disponible ?»« Oui, » répondit Antoine, une lueur différente apparaissant dans ses yeux fatigués. « Et maintenant, nous avons quelqu'un avec de l'expérience en projets sociaux pour transformer ce rêve en réalité. » Cette nuit-là, tandis que les filles dormaient dans l'ancienne chambre de leur père et qu'Antoine reposait sous les soins de Madame Martine, Élodie s'assit sur la terrasse avec les projets de Rémi étalés devant elle. Là, sous le ciel étoilé, elle se sentait plus proche de son mari que jamais. « Tu avais raison depuis le début, » murmura-t-elle au vent. « Parfois, il faut tout perdre pour reconstruire quelque chose d'encore plus spécial. » Le projet de l'école. D'art devint le focus principal d'Élodie dans les semaines qui précédèrent l'opération d'Antoine. Durant la journée, elle coordonnait les activités régulières du département de responsabilité sociale. Le soir, elle se penchait sur les plans de Rémi, actualisant les budgets et adaptant le projet aux besoins actuels. Lucie, qui avait hérité du talent artistique de son père, passait des heures à ses côtés, contribuant avec des idées étonnamment mûres pour son âge. « Et si on avait un mur juste pour le graffiti, maman, comme celui que papa a dessiné ici ?» Élodie sourit, admirant l'esquisse que Rémi avait faite des années auparavant. Un mur extérieur couvert d'art urbain, transformant l'espace public en une galerie à ciel ouvert. C'était exactement le type d'idée qu'il aurait défendu. Un après-midi, tandis qu'elle révisait quelques documents dans le bureau d'Antoine, Élodie trouva Claire qui organisait d'anciens dossiers. « Saviez-vous que Rémi a présenté ce projet 3 fois au conseil ?» révéla l'assistante, montrant des registres d'anciennes réunions. La dernière fois, c'était juste une semaine avant son départ. Il était si plein d'espoir. La découverte toucha Élodie profondément. Imaginer Rémi se battant jusqu'à la fin pour son rêve,
même face à des refus constants, ne fit que renforcer sa détermination à faire du projet une réalité. Dans la demeure, Antoine suivait le développement du travail avec un intérêt croissant. Sa période de repos forcé lui avait donné une nouvelle perspective sur la vie et les affaires. Vous savez, commenta-t-il durant l'une des présentations qu'Élodie faisait dans sa chambre, Rémi disait toujours que l'art a le pouvoir de transformer les réalités. À l'époque, je pensais que c'était juste de l'idéalisme juvénile. Et maintenant ? Demanda Élodie, remarquant le changement dans son ton de voix. Maintenant, je le vois tous les jours, répondit-il, observant Sophie qui dessinait concentrée dans un coin de la chambre. L'art est la façon dont Lucie traite ses sentiments à propos de son père, dont Sophie exprime sa joie, dont vous gardez Rémi vivant dans leur mémoire. La conversation fut interrompue par un coup à la porte. C'était Madame Martine, apportant une enveloppe qui venait d'arriver. « C'est de l'hôpital », annonça-t-elle, la remettant à Antoine. Le silence qui suivit, tandis qu'il lisait le document, était presque palpable. Élodie sentit son cœur s'accélérer. La date de l'opération avait été fixée. « La semaine prochaine », dit finalement Antoine, sa voix plus ferme qu'on aurait pu s'y attendre. « Le médecin veut m'hospitaliser 2 jours avant pour des examens préparatoires. » Élodie acquiesça, réorganisant déjà mentalement son agenda. « Je vais prévenir l'entreprise. » « Et non, interrompit Antoine. « Je veux que vous présentiez le projet de l'école au conseil lundi. J'ai déjà fixé la réunion. Mais votre opération, c'est exactement pour cela, insista-t-il. S'il m'arrive quelque chose, je veux être sûr que le dernier rêve de Rémi sera réalisé. Et il n'y a personne de mieux que vous pour défendre ce projet. » Cette nuit-là, après avoir mis les filles au lit, Élodie trouva un ancien journal intime de Rémi dans l'une des boîtes qu'elles avaient rapportées de l'appartement. Parfois, je pense que mon père et moi parlons des langues différentes. Il voit des chiffres là où je vois des personnes, du profit là où je vois des possibilités. Mais aujourd'hui, en observant Élodie avec notre petite Lucie, j'ai compris quelque chose d'important. L'amour a le pouvoir de traduire n'importe quelle langue. Un jour, j'en suis sûr, il comprendra cela aussi. Élodie ferma le journal, sentant des larmes silencieuses couler sur son visage. Rémi avait raison. L'amour avait finalement créé un pont entre ces deux mondes qui semblaient si éloignés. Le jour suivant, une surprise attendait Antoine. Lucie et Sophie avaient préparé une présentation spéciale, une maquette de l'école d'art faite avec des matériaux recyclés, chaque détail pensé avec l'affection et la créativité que seuls les enfants possèdent. « Regarde, papy », expliquait fièrement Lucie. « Ici, ce sera la salle de musique, parce que papa adorait jouer de la guitare. Et ici, pointant vers un espace coloré, ce sera la galerie pour que les artistes du quartier puissent montrer leurs œuvres. » Antoine observait tout avec des yeux embués, reconnaissant dans chaque détail de la maquette non seulement le talent de ses petites filles, mais aussi la vision de Rémi matérialisée à travers elle. Le lundi se leva avec une énergie différente dans la demeure des Moreau. Élodie avait passé tout le week-end à peaufiner la présentation du projet, incorporant des éléments des dessins originaux de Rémi avec les actualisations nécessaires pour le rendre encore plus pertinent pour la communauté. « Tu vas tout déchirer, maman !» s'exclama Lucie, l'aidant à choisir sa tenue pour la réunion. Sophie acquiesça avec enthousiasme, ajoutant un dessin coloré au dossier de documents, sa propre contribution au projet. Antoine, qui serait hospitalisé, cet après-midi, tenait à prendre le petit déjeuner avec toute la famille. Malgré l'appréhension concernant l'opération, son attention était entièrement focalisée sur le succès de la présentation. « Souvenez-vous, dit-il à Élodie, cette salle de réunion a vu Rémi défendre ce rêve 3 fois. Aujourd'hui, à travers vous, il aura sa 4e et définitive chance. » Au bureau, Claire avait déjà tout préparé pour la réunion. Les membres du conseil, presque tous des amis de longue date d'Antoine, montrèrent de la curiosité pour le projet qui avait été considéré comme irréalisable tant de fois dans le passé. « Messieurs, » commença Élodie, sa voix ferme et passionnée, « aujourd'hui, je ne viens pas vous présenter simplement un projet de responsabilité sociale. Je viens partager un rêve qui transcende les générations et qui a le pouvoir de transformer notre communauté. » Avec maestria, elle conduisit la présentation, mêlant données concrètes sur l'impact social avec des histoires réelles de comment l'art peut changer des vies. Elle montra des études de cas similaires dans d'autres villes, des projections financières détaillées
et surtout le plan original de Rémi, maintenant enrichi par sa propre expérience en projets sociaux. Ce n'est pas juste un centre d'art, continua-t-elle, projetant les images de la maquette faite par ses filles. C'est un espace où des talents seront découverts, où des rêves prendront forme, où la communauté trouvera sa voie à travers l'expression artistique. Les conseillers écoutaient attentivement, certains prenant des notes, d'autres visiblement émus par la présentation. Quand Élodie montra la dernière diapositive, une photo de Rémi jeune lors de sa première exposition d'art, le silence dans la salle était palpable. Rémi Moreau nous a présenté ce projet 3 fois, conclut-elle, sa voix chargée d'émotion. Aujourd'hui, je ne suis pas ici seulement en tant que coordinatrice de projets sociaux ou en tant que sa veuve. Je suis ici comme quelqu'un qui a été témoin, à travers mes propres filles, de comment l'art peut être un instrument de guérison, de connexion et de transformation. Après la présentation, le conseil demanda quelques minutes pour délibérer. Élodie profita de ce temps pour appeler l'hôpital. Antoine était déjà hospitalisé et se préparait pour les examens préopératoires. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il anxieux. « Ils sont encore en train de décider, » répondit Élodie. « Mais j'ai fait de mon mieux. Rémi serait fier. »« Il l'est, » affirma Antoine avec conviction. « Et moi aussi. » Quand Élodie retourna dans la salle de réunion, elle trouva les conseillers avec des sourires sur leurs visages. Le projet avait été approuvé à l'unanimité, avec quelques suggestions d'expansion qui le rendraient encore plus impactant. « Votre mari était en avance sur son temps, » commenta l'un des conseillers les plus anciens. « Et vous, ma chère, avez su traduire ce rêve pour notre réalité actuelle. » Émue, Élodie avait hâte de partager la nouvelle. D'abord, elle appela les filles à l'école. Leurs cris de joie furent si forts que probablement toute la classe les entendit. Ensuite, elle courut à l'hôpital, où elle trouva Antoine se préparant pour un nouvel examen. « Approuvé !» annonça-t-elle, contenant à peine sa joie. « Et ils veulent étendre le projet pour inclure un amphithéâtre et des studios d'enregistrement. » Le sourire d'Antoine illumina son visage fatigué. « Maintenant, je peux faire cette opération en paix. » Le dernier. Rêve de Rémi est entre de bonnes mains. Élodie serra sa main, sentant la force de ce moment. « Ce n'est pas son dernier rêve, » corrigea-t-elle doucement. « C'est seulement le début d'un nouveau chapitre dans notre histoire. » Le jour de l'opération se leva avec une fine bruine qui couvrait la ville. Élodie avait passé la nuit à l'hôpital, alternant entre le fauteuil de la chambre et de brèves promenades dans le couloir, tandis qu'Antoine dormait d'un sommeil agité. Les filles étaient à la maison avec Madame Martine, qui avait promis de les amener dès que l'opération serait terminée. « Vous êtes nerveuse ?» demanda Antoine, observant Élodie ranger pour la 3e fois les quelques objets sur la table de chevet. « Un peu, » admit-elle, s'arrêtant finalement pour s'asseoir à côté du lit. « Mais tout ira bien. » Antoine prit sa main, un geste qui aurait été impensable quelques mois auparavant. « Élodie, j'ai besoin que vous sachiez certaines choses, par précaution. »« Non, » l'interrompit-elle, serrant sa main, « nous aurons beaucoup de temps pour discuter après l'opération. »« S'il vous plaît, » insista-t-il, « c'est important. » Élodie acquiesça à contre-cœur, reconnaissant son besoin de mettre ses affaires en ordre. « D'abord, concernant l'entreprise, » commença-t-il. « J'ai déjà parlé au conseil. Pendant ma convalescence, vous assumerez la présidence par intérim. Ce n'est pas seulement pour votre compétence professionnelle, mais parce que vous comprenez le véritable héritage que Rémi voulait construire. » Élodie ressentit le poids de cette responsabilité, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Antoine continua. « Deuxièmement, concernant la demeure, je ne veux pas que vous cherchiez un autre endroit pour vivre. Cette maison n'a jamais été aussi vivante que ces derniers mois, avec les rires des filles résonnant dans les couloirs. C'est votre foyer maintenant. »« Antoine, » commença Élodie, émue. « Et finalement, » poursuivit-il, sa voix s'étouffant, « légèrement, je veux que vous sachiez que ces derniers mois ont été un cadeau que je ne mérite pas. Voir mes petites filles grandir, connaître la femme extraordinaire que vous êtes devenue, pouvoir enfin honorer la mémoire de Rémi, cela vaut plus que tout l'empire que j'ai construit. » Des larmes silencieuses coulaient sur le visage d'Élodie. À ce moment, elle ne voyait plus l'homme d'affaires implacable ou le beau-père distant. Elle voyait seulement un homme essayant de réparer les erreurs du passé, un grand-père dévoué, tentant de compenser le temps perdu.
L'arrivée de l'équipe médicale interrompit la conversation. C'était l'heure. Élodie accompagna Antoine jusqu'à la porte du bloc opératoire où ils se séparèrent avec une longue étreinte. « Prenez soin d'elle », murmura-t-il avant d'entrer. « Toujours », promit Élodie. Les heures suivantes furent les plus longues qu'Élodie ait jamais vécues. Claire apparut tôt, apportant du travail pour la distraire, des rapports à réviser, des décisions qui ne pouvaient pas attendre. Mais les yeux d'Élodie se tournaient constamment vers les portes du bloc opératoire. En milieu de matinée, Madame Martine arriva avec les filles. Lucie apportait un nouveau livre à lire pendant qu'elles attendaient, tandis que Sophie portait son carnet de dessin, déterminée à faire un portrait spécial pour quand son grand-père se réveillerait. « Comment va papy ?» demanda Lucie. « Sa maturité surprenant encore une fois, Élodie. Les médecins prennent soin de lui, répondit-elle, embrassant ses filles. Maintenant, nous devons juste attendre et espérer. Sophie s'installa sur les genoux de sa mère, ouvrant son carnet de dessin. Regarde, maman, j'ai dessiné notre famille. Papa est là aussi, veillant sur nous depuis le ciel. Élodie observa le dessin enfantin, des figures souriantes se tenant la main, avec une figure ailée planant au-dessus d'elle. C'était la première fois que Sophie incluait Rémi dans ses dessins de façon si explicite. Les heures s'écoulaient lentement. Élodie alternait entre des moments de conversation avec ses filles, de brèves réunions par téléphone avec le bureau et de longues périodes d'appréhension silencieuse. Claire restait à ses côtés, une présence constante et réconfortante. « Vous savez, commenta Claire durant l'une des longues attentes, en 20 ans de travail avec Antoine, je ne l'ai jamais vu aussi en paix que ces derniers mois. Vous lui avez rendu quelque chose qu'il ne savait même pas avoir perdu. » Élodie réfléchit à ces paroles. C'était vrai, la transformation chez Antoine était visible. L'homme qui auparavant ne vivait que pour les affaires passait maintenant des heures à jouer avec ses petites filles, partageant des histoires du passé, construisant des ponts qui semblaient irrémédiablement brisés. En début d'après-midi, finalement, le médecin apparut dans la salle d'attente. Son visage fatigué s'ouvrit en un sourire qui fit Élodie relâcher la respiration qu'elle ne s'était pas rendu compte de retenir. « L'opération a été un succès », annonça-t-il. « Monsieur Moreau est fort. Maintenant, c'est l'heure de la récupération. » Les 6 jours qui suivirent l'opération établirent une nouvelle routine dans la vie d'Élodie. Durant la journée, elle se partageait entre l'hôpital et l'entreprise où des décisions importantes ne pouvaient pas attendre. Le soir, elle rentrait à la demeure, où les filles remplissaient la maison de vie en attendant anxieusement des nouvelles de leur grand-père. Antoine récupérait bien que son impatience face au repos forcé fût évidente. Comment avance le projet de l'école? J'en étais toujours l'une de ses premières questions quand Élodie venait lui rendre visite. Ça avance, répondait-elle, montrant des photos du terrain où la construction commencerait bientôt. Lucie et Sophie planifient déjà la présentation. D'inauguration. À la maison, les filles avaient transformé l'une des chambres vides en un petit atelier où elles passaient des heures à développer des idées pour la future école d'art. Lucie, en particulier, démontrait un talent surprenant pour l'organisation, créant des chronogrammes et des listes qui faisaient des sourires Élodie. C'était exactement comme Rémi le faisait. Un après-midi, tandis qu'Élodie travaillait dans le bureau d'Antoine, Claire apporta une découverte intéressante. Un ancien album de coupures que Rémi maintenait, documentant des projets sociaux réussis autour du monde. « J'ai trouvé ceci archivé avec les rapports financiers », expliqua Claire. « Je pense qu'il le gardait ici pour le montrer à son père quand l'occasion se présenterait. » Élodie feuilleta l'album avec soin, reconnaissant la dédicace avec laquelle Rémi recherchait et documentait chaque initiative. Entre les pages, elle trouva une note qui la fit sourire. Peut-être qu'un jour, quand papa comprendra que le succès ne se mesure pas seulement en chiffres, nous pourrons construire quelque chose comme ça ensemble. En attendant, je continue, à rêver et à planifier. Il n'a jamais abandonné, commenta Claire, observant l'émotion sur le visage d'Élodie. Et maintenant, à travers vous, ses rêves deviennent réalité. Ce soir-là, en visitant Antoine à l'hôpital, Élodie apporta l'album avec elle. Elle observa avec tendresse comment ses yeux se remplirent de larmes en reconnaissant l'écriture de son fils. « Comme j'ai été stupide », murmura-t-il, tournant soigneusement les pages. « Tout ce temps, il essayait de me montrer une meilleure voie. »« Il n'est jamais trop tard pour suivre cette voie », répondit doucement Élodie.
La conversation fut interrompue par une infirmière apportant de bonnes nouvelles. Antoine sortirait dans 2 jours. La récupération à la maison serait longue. Mais il répondait exceptionnellement bien au traitement. « Je crois que j'ai 2 excellentes infirmières qui m'attendent », plaisanta-t-il, faisant référence à ses petites filles. En effet, Lucie et Sophie avaient transformé le retour de leur grand-père à la maison en une mission spéciale. Avec l'aide de Madame Martine, elles avaient décoré sa chambre avec des dessins et des messages d'affection. Sophie avait même créé un calendrier de médicaments colorés, où chaque médicament était représenté par un dessin différent. Dans l'entreprise, Élodie surprenait tout le monde par sa capacité à équilibrer la gestion des affaires traditionnelles avec les nouvelles initiatives sociales. Le projet de l'école d'art avançait rapidement et d'autres programmes commençaient à naître, inspirés par le modèle que Rémi avait rêvé. « Vous avez transformé l'entreprise », commenta l'un des conseillers durant une réunion. « Vous avez maintenu l'efficacité qu'Antoine a construite, mais vous avez apporté l'humanité que Rémi a toujours défendue. » Lors d'un après-midi particulièrement significatif, peu après le retour d'Antoine à la maison, Élodie trouva Sophie montrant à son grand-père son plus récent dessin, une représentation de la famille devant la future école d'art. « Regarde, papy, j'ai dessiné tout le monde », expliquait-elle avec enthousiasme. « Maman, moi, Lucie, toi et papa est là aussi, souriant parce que son rêve va devenir réalité. » Antoine serra sa petite fille dans ses bras, ses mains encore un peu tremblantes, dues à la convalescence. « Ton père serait très fier de toi, ma petite, de vous toutes. » Élodie, observant la scène depuis la porte, ressentit une paix qu'elle n'avait pas expérimentée depuis longtemps. Le chemin jusqu'ici avait été difficile, plein de pertes et de défis, mais chaque pas les avait conduits exactement là où ils devaient être. 6 mois s'écoulèrent depuis l'opération d'Antoine. Le printemps était arrivé, apportant avec lui non seulement des fleurs pour le jardin de la demeure, mais aussi les fruits de tout le travail réalisé. L'école d'arts était presque prête, sa structure moderne et accueillante s'élevant, imposante sur le terrain qui était auparavant abandonné. Élodie coordonnait personnellement chaque détail de l'œuvre, s'assurant que chaque élément, des projets originaux de Rémi, soit respecté et adapté aux besoins actuels. Les murs extérieurs, maintenant couverts de fresques colorées créées par des artistes locaux, étaient exactement comme il les avait imaginés. « Maman, regarde !» appela Lucie durant une visite au chantier. « La salle de musique est identique au dessin de papa. » En effet, le studio musical était une réplique presque parfaite des croquis trouvés dans l'ancien cahier de Rémi. Les larges fenêtres, le traitement acoustique, même la disposition des instruments, tout suivait sa vision originale. Antoine, désormais complètement rétabli, tenait à suivre les progrès personnellement. Ses visites hebdomadaires au chantier étaient devenues un rituel familial, lui, Élodie et les filles, parcourant les espaces en construction, imaginant comment chaque environnement prendrait vie. « Vous savez, commenta-t-il durant l'une de ces visites, Rémi avait l'habitude de dire que l'art est le langage de l'âme. À l'époque, je pensais que c'était juste une belle phrase. »« Et maintenant ?» demanda Élodie, observant Sophie dessiner dans son carnet assise sur un banc improvisé. « Maintenant, je comprends. Je le vois tous les jours dans la façon dont les filles s'expriment, dont la communauté a déjà commencé à s'impliquer, dans le projet même avant l'inauguration. » C'était vrai. Même encore en construction, l'école était déjà devenue un point de rencontre pour les artistes locaux. Les samedis, de petites représentations avaient lieu dans l'amphithéâtre, en plein air attirant des familles entières du quartier. Lucie, en particulier, s'épanouissait avec le projet. À 10 ans, elle démontrait déjà une sensibilité artistique extraordinaire, mélangeant des techniques apprises dans les cours d'art avec des éléments qu'elle trouvait dans les anciens dessins de son père. « Elle a le même regard rêveur que lui », observa Antoine un après-midi, tandis que sa petite fille expliquait avec animation ses plans pour une fresque collaborative qui serait créée lors de l'inauguration. La date de l'inauguration approchait rapidement. Élodie avait décidé que ce serait le jour de l'anniversaire de Rémi, une façon d'honorer non seulement sa mémoire, mais surtout ses rêves et ses idéaux. Les préparatifs impliquaient toute la famille. Sophie et Lucie passaient des heures à créer des invitations artisanales pour les familles du quartier.
Madame Martine coordonnait l'organisation du cocktail d'ouverture, garantissant que ce serait une célébration accessible et accueillante pour tous. Une surprise spéciale était préparée en secret. Claire avait découvert, parmi les affaires de Rémi, d'anciens enregistrements de lui jouant de la guitare et chantant, des chansons qu'il composait durant son temps libre, rêvant d'un futur où art et affaires pourraient coexister harmonieusement. Il a dû enregistrer ça dans l'ancien studio de la faculté, expliqua Claire, remettant les cassettes à Élodie. J'ai pensé que nous pourrions les utiliser lors de l'inauguration. Élodie sentit son cœur se serrer en entendant à nouveau la voix de son mari, si claire et pleine d'espoir. Les filles, qui se souvenaient à peine du son de sa voix, furent enchantées par la découverte. « Pouvons-nous apprendre cette chanson, maman ?» demanda Lucie, après avoir écouté l'une des compositions à plusieurs reprises. « Je veux la jouer le jour de l'inauguration. » L'idée prit rapidement forme. Lucie commença à prendre des cours de guitare, déterminée à présenter la chanson de son père le grand jour. Sophie, ne voulant pas rester en retrait, décida qu'elle peindrait pendant que sa sœur jouerait. Une performance artistique conjointe qui unirait différentes formes d'expression. Un après-midi, tandis qu'elle observait ses filles répéter, dans le jardin, Élodie trouva Antoine dans son bureau, organisant d'anciens documents. « J'ai trouvé ceci, dit-il, lui tendant une enveloppe jaunie. C'est la première esquisse que Rémi a faite de l'école, alors qu'il était encore adolescent. À l'époque, je l'ai découragé, lui disant qu'il devrait se concentrer sur des choses plus pratiques. » Élodie ouvrit l'enveloppe avec précaution. Le dessin, fait au crayon sur papier calque, montrait une version plus simple du projet actuel, mais l'essence était la même. Un espace où art et communauté se rencontreraient, où des talents seraient découverts et des rêves prendraient forme. « Il n'a jamais abandonné ce rêve », commenta Élodie, passant doucement ses doigts sur le papier. « Non », acquiesça Antoine, un doux sourire sur son visage. « Et maintenant, à travers vous, il est plus vivant que jamais. » Le jour de l'inauguration se leva radieux, comme si la nature elle-même voulait participer à la célébration. Le nouveau centre d'art, baptisé Espace culturel Rémi Moreau, resplendissait sous le soleil du matin, ses murs colorés racontant des histoires avant même que les portes ne s'ouvrent. Élodie se réveilla tôt, un mélange d'émotions bouillonnant dans sa poitrine. Elle trouva Lucie déjà éveillée, pratiquant une dernière fois la chanson qu'elle présenterait, ses petits doigts glissant avec une surprenante assurance sur les cordes de la guitare. « Tu es nerveuse, mon amour ?» demanda-t-elle, arrangeant les cheveux de sa fille. « Un petit peu, admit Lucie, mais papa va me regarder de là-haut, n'est-ce pas ?» Élodie serra sa fille dans ses bras, sentant les larmes se former. « Oui, il sera là, et il est très fier. »« De toi ?» Sophie apparut peu après, portant son chevalet et ses peintures, déjà vêtue de la blouse colorée qu'elle avait personnalisée spécialement pour l'occasion. « Je vais peindre papa jouant de la guitare avec Lucie », annonça-t-elle, décidée. La matinée passa dans un tourbillon de préparatifs finaux. Claire coordonnait l'équipe d'événements avec son efficacité habituelle, tandis que Madame Martine supervisait les derniers détails du cocktail. Antoine, élégant dans son costume bleu marine, semblait rajeuni par l'énergie du moment. À 10 heures, les premiers invités commencèrent à arriver. Des familles du quartier, des artistes locaux, des employés de l'entreprise, tous unis par la curiosité et l'anticipation. L'amphithéâtre en plein air, conçu pour s'intégrer parfaitement au paysage naturel, était comble. Élodie monta sur scène pour commencer la cérémonie. Regardant le public, elle vit des visages souriants, des regards pleins d'espoir, des enfants impatients d'explorer chaque recoin de ce nouvel espace. « Il y a 3 ans, commença-t-elle, sa voix ferme malgré l'émotion, un homme a rêvé de cet endroit. Il croyait que l'art n'était pas seulement une forme d'expression, mais un pont entre les personnes, un outil de transformation sociale. Rémi Moreau n'est pas ici physiquement pour voir son rêve réalisé, mais son esprit est présent dans chaque coup de pinceau, chaque note musicale, chaque sourire que cet espace procurera. » Les lumières s'adoucirent, et la voix enregistrée de Rémi remplit l'ambiance, surprenant tout le monde avec sa chanson sur les rêves et les recommencements. Lucie monta sur scène, sa petite guitare en main, et commença à accompagner l'enregistrement de son père. À ses côtés, Sophie installa son chevalet et commença à peindre, ses mouvements synchronisés avec la musique. Antoine, assise au premier rang, ne pouvait contenir ses larmes. Claire, à ses côtés, souriait émue,
se rappelant les nombreuses fois où Rémi avait essayé de convaincre son père de l'importance de ce projet. La présentation des filles fut accueillie par des applaudissements chaleureux. Le tableau de Sophie, une interprétation colorée et émouvante d'un père et d'une fille jouant ensemble, capturait parfaitement l'essence du moment. Les portes furent ouvertes et le public put enfin explorer les installations. Chaque espace avait été pensé pour accueillir différentes formes d'expression artistique. Studio de musique, atelier de peinture, salle de danse, un petit théâtre. Dans la bibliothèque, une section spéciale gardait les dessins et projets originaux de Rémi, préservant sa mémoire et son inspiration. C'est exactement comme il l'avait imaginé, commenta Antoine, marchant aux côtés d'Élodie dans les couloirs animés. Non, c'est encore mieux, parce que maintenant ce n'est plus seulement son rêve, c'est le rêve de toute une communauté. Élodie observait les enfants du quartier, explorer les instruments de musique, les adultes admiraient les expositions, les adolescents s'inscrirent déjà aux premiers ateliers. Chaque sourire, chaque regard de découverte était une confirmation que le chemin choisi avait été le bon. En fin d'après-midi, quand la majorité des invités étaient déjà partis, la famille se réunit dans le jardin arrière. Le soleil se couchait peignant le ciel avec des couleurs qui semblaient sorties des toiles de Sophie. « Merci, dit Élodie, regardant Antoine. « Pourquoi ? De nous avoir donné la chance de réaliser non seulement le rêve de Rémi, mais aussi le nôtre. De nous avoir montré que la famille va au-delà des liens du sang, c'est choisir de recommencer, même quand cela semble impossible. » Antoine serra ses petites filles, qui jouaient à proximité. « Non, Élodie, c'est moi qui vous remercie. Vous m'avez appris que le succès ne se mesure pas seulement en chiffres, mais en sourires, en câlins, en moments partagés. Rémi l'a toujours su. J'ai juste mis un peu plus de temps à l'apprendre. » Un an après l'inauguration de l'espace culturel Rémi Moreau, la transformation était visible non seulement dans le quartier, mais dans toute la communauté. Ce qui avait commencé comme un projet familial était devenu un modèle de réussite en intégration sociale à travers l'art, attirant des visiteurs et des chercheurs de tout le pays. Élodie, maintenant officiellement présidente de l'entreprise, après la retraite volontaire d'Antoine, équilibrait avec maestria la gestion des affaires traditionnelles avec les initiatives sociales qui se multipliaient. Le succès de l'école d'art avait inspiré des projets similaires dans d'autres quartiers, créant un réseau d'espaces culturels qui réalisait le rêve de Rémi à une échelle encore plus grande. Par un samedi matin particulièrement spécial, Élodie arriva tôt à l'espace culturel pour une célébration intime. Lucie, à 11 ans, ferait sa première présentation solo au théâtre, après des mois de dédicaces aux cours de musique. « Nerveuse ?» demanda Élodie, trouvant sa fille dans les coulisses, accordant soigneusement sa guitare. « Un peu », admit Lucie, souriante, mais la professeure a dit que c'est normal. Même les grands artistes sont nerveux avant de se présenter. Sophie, maintenant âgée de 9 ans, courait dans les couloirs avec son nouveau set de pinceaux, cadeau d'anniversaire de son grand-père. Ses peintures décorèrent déjà plusieurs murs de l'école, et son talent naturel s'était épanoui sous la direction des professeurs dévoués. « Maman, regarde qui est arrivé !» s'exclama Sophie, pointant vers l'entrée du théâtre. Antoine entrait, s'appuyant sur sa canne, non par nécessité, insistait-il, mais par précaution recommandée par les médecins. À ses côtés, Claire portait un bouquet de fleurs pour Lucie et une nouvelle toile vierge pour Sophie. « Mes artistes préférés », sourit-il, embrassant ses petites filles. Son visage, bien que marqué par le temps, irradiait une sérénité que peu auraient imaginé possible chez l'ancien homme d'affaires à la ligne dure. Le petit théâtre était plein, non seulement de membres de la famille, mais d'élèves, et de professeurs qui étaient devenus partie intégrante de cette famille élargie. Au premier rang, une place vide avait été symboliquement réservée, avec une photo de Rémi souriant. Lucie monta sur scène avec une confiance qui rappelait son père. Son répertoire incluait non seulement la musique qu'il avait composée, mais aussi ses propres compositions, dans lesquelles elle mélangeait technique et émotion d'une manière qui émouvait tout le monde. Pendant la présentation, Élodie observait le visage de chaque personne dans le public, la fierté dans les yeux d'Antoine, la joie débordante de Sophie, la satisfaction sereine de Claire. Chacun d'eux était une pièce fondamentale
dans l'histoire de reconstruction et de renaissance qu'ils avaient vécue. Dans les coulisses, après la présentation, Lucie serra sa mère dans ses bras avec force. « Tu crois que papa a aimé ?»« J'en suis certaine, mon amour, » répondit Élodie, essuyant une larme. « Il a toujours su que la musique avait le pouvoir d'unir les gens, de guérir les blessures, de construire des ponts. » Antoine s'approcha, s'appuyant sur sa canne. « Ton père, » commença-t-il, la voix émue, « disait souvent que l'art est le langage de l'âme. Aujourd'hui, à travers vous, je comprends parfaitement ce qu'il voulait dire. » Sophie, qui avait passé toute la présentation à dessiner dans son carnet, montra sa plus récente création, un portrait de la famille réunie au théâtre, incluant une figure éthérée de Rémi planant au-dessus d'eux, sa guitare en main, un sourire serein sur le visage. « C'est comme ça que j'imagine qu'on est, » expliqua-t-elle avec la simplicité propre à son âge. « Tous ensemble, même quand il semble que nous ne le sommes pas. » Élodie serra ses filles dans ses bras, sentant son cœur déborder d'amour et de gratitude. Le chemin jusqu'ici n'avait pas été facile. Il avait été marqué par des pertes, des douleurs et des défis qui semblaient insurmontables. Mais chaque obstacle, chaque moment de doute, les avait conduits exactement là où ils devaient être. « On va déjeuner ?» suggéra Antoine. « Madame Martine a préparé cette lasagne que vous aimez tant. » Tandis qu'ils marchaient vers la maison, Élodie observait ses filles courir devant, leur rire résonnant dans la rue arborée. Lucie portait sa guitare sur le dos. Sophie serrait son carnet de dessin. Elles étaient le portrait vivant de l'héritage de Rémi, pas seulement en apparence mais en esprit et en sensibilité. Antoine, marchant lentement à ses côtés, semblait lire dans ses pensées. « Vous savez, Élodie, parfois je pense que Rémi avait tout planifié. Pas de la façon dont c'est arrivé, bien sûr, mais il a toujours cru que l'art avait le pouvoir de transformer les gens. Et regardez-nous maintenant. » Dans la demeure des Moreau, le déjeuner du dimanche était devenu un rituel sacré. La grande table de la salle à manger, autrefois théâtre de réunions tendues et de discussions d'affaires, résonnait maintenant de rires et de conversations animées. Madame Martine, plus qu'une employée, était devenue une partie essentielle de cette famille reconstituée. Cet après-midi-là en particulier, tout en savourant la fameuse lasagne, Élodie observait comment chaque personne présente représentait une pièce fondamentale dans l'histoire de transformation qu'ils avaient vécue. Claire, toujours présente les dimanches, n'était plus simplement l'assistante efficace, mais une amie chère qui avait aidé à construire des ponts entre le passé et le présent. « J'ai une annonce à faire, » dit Antoine après le dessert. Tous se tournèrent vers lui avec curiosité. « J'ai décidé de transformer l'ancien bureau de la demeure en un atelier permanent pour les filles. » Les yeux de Lucie et Sophie brillèrent d'excitation. Le bureau, une pièce spacieuse avec de grandes fenêtres donnant sur le jardin, était parfait pour les activités artistiques. « Et il y a plus, » continua-t-il, sortant une enveloppe de sa serviette. « J'ai trouvé ces dessins gardés. Ce sont des projets que Rémi a faits pour transformer une partie du jardin en un petit amphithéâtre en plein air. J'ai pensé que nous pourrions les réaliser aussi. » Élodie prit les dessins avec soin, reconnaissant immédiatement le trait de son mari. C'étaient des croquis détaillés d'un espace intégré à la nature, avec des bancs en demi-cercle, profitant de la pente naturelle du terrain. « On peut faire des présentations ici », s'exclama Lucie, imaginant déjà les possibilités. « Et je peux peindre en plein air », compléta Sophie, ses yeux brillants à cette idée. Tandis que les filles planifiaient avec animation l'utilisation du nouvel espace, Élodie remarqua qu'Antoine les observait avec un sourire différent, plus profond. « À quoi pensez-vous » demanda-t-elle doucement. « À comment la vie fait des tours » répondit-il. « Pendant des années, j'ai lutté contre les rêves artistiques de Rémi, essayant de le façonner selon ma vision du succès. Maintenant, je vois qu'il avait raison depuis le début. Le véritable héritage ne réside pas dans les biens matériels, mais dans la capacité à toucher les cœurs, à transformer des vies. » Élodie acquiesça, comprenant parfaitement. L'héritage de Rémi était vivant non seulement dans l'espace culturel qui portait son nom, mais surtout dans la façon dont sa vision avait transformé tous ceux qui l'entouraient. Les semaines suivantes furent d'intenses activités dans la demeure. L'ancien bureau fut complètement rénové, conservant des éléments classiques comme la bibliothèque, mais gagnant des chevalets, des planches à dessin et un petit piano. Les travaux dans le jardin avançaient, respectant chaque détail des projets originaux de Rémi.
Un après-midi, tout en supervisant l'installation d'un panneau de verre dans l'atelier, Élodie trouva un ancien carnet de notes de Rémi, oublié entre les livres. Dans les dernières pages, une entrée attira son attention. Peut-être que le plus grand défi n'est pas de construire des bâtiments ou de faire fortune, mais de construire des ponts entre les cœurs. Un jour, j'espère que papa comprendra que le succès ne se mesure pas seulement en chiffres, mais en sourires, en étreintes, en rêves réalisés. En attendant, je continuerai à semer des graines d'art et d'espoir, confiant qu'un jour elles fleuriront. Élodie ferma le carnet sentant une paix profonde. Les graines que Rémi avait plantées n'avaient pas seulement fleuri, mais s'étaient multipliées, créant un jardin de possibilités qui continuerait à croître à travers les générations. Dans le bureau transformé en atelier, Lucie composait une nouvelle chanson au piano, tandis que Sophie peignait le coucher de soleil vu à travers la fenêtre. Antoine, assis dans son fauteuil préféré, observait simplement, son visage révélant un bonheur serein que peu avaient vu auparavant. La demeure des Moreau, autrefois symbole de pouvoir entrepreneurial, était devenue un foyer au sens le plus vrai du terme. Un lieu où art, amour et souvenirs s'entremêlaient, créant une harmonie qui transcendait le temps et la douleur. Et ainsi, dans cet espace où passé et présent se rencontraient, où d'anciens rêves prenaient une nouvelle vie à travers de petites mains et des cœurs pleins d'espoir, l'histoire d'Élodie et de sa famille continuait à s'écrire, non plus en tons de gris et de solitude, mais en couleurs vibrantes d'amour, de pardon et de recommencement.